Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Clerc. Bonjour Sébastien Clerc. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Voltalia. Voltalia, donc c'est un producteur indépendant d'électricité, ce qu'on appelle les fameux IPP, qui commencent à rentrer dans le jargon. Entreprise française, cotée en bourse, dont l'actionnaire principal est la famille Muliez. C'est ça. Voltalia est né en 2005. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu précurseur dans le domaine des renouvelables ? Alors bien oui, parce qu'en 2005, ça existait déjà, mais c'était le début et Voltalia fait partie des pionniers de ce secteur, sans aucun doute. Alors comment est-ce qu'on arrive à être pionnier dans ce secteur ? Vous avez un parcours où vous avez été sensibilisé sur ces questions des énergies renouvelables ? Alors, pour ce qui est de mon parcours, c'était bien avant Voltalia. Effectivement, moi je dirais, tombé dans les énergies renouvelables quand j'étais petit. À quel âge ? Juste après mes études. D'accord. Mais contrairement à Obélix, qui une fois tombé dedans quand il était petit, il n'a pas pu avoir la potion magique. Moi, je ne suis jamais sorti de la gamelle et j'ai toujours continué chaque année, depuis donc maintenant longtemps, depuis le début des années 1990. À travers quel projet, quel rôle vous aviez ? Alors, à l'époque, c'était pour financer des projets d'énergie renouvelable. Et à cette époque, il n'y avait pas encore le solaire et tout ça. Donc, au tout début, c'était de la petite hydroélectricité, puis de la biomasse pour brûler du bois, pour faire de l'électricité. Et puis sont arrivées les toutes premières éoliennes. Tout ça, j'étais à l'époque aux États-Unis, donc qui étaient des éoliennes basées en Californie. Puis après, le solaire et maintenant le stockage par batterie pour qu'on puisse avoir de l'électricité solaire, même la nuit. Absolument. Alors, est-ce que c'est un engagement pour vous, cette passion pour les énergies renouvelables ? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Ça vous donne quoi, le sentiment de faire quelque chose qui a du sens aujourd'hui ? D'autant plus aujourd'hui, vous vous dites vraiment, on a pris le bon chemin finalement. C'est sûr. Et puis ça a du sens au carré. Ça a du sens environnemental, parce que il faut lutter contre le réchauffement climatique, que c'est une tâche de longue haleine. Certaines thématiques seront très difficiles pour décarboner le monde. Et l'électricité renouvelable, c'est la partie, je dirais pas la plus facile, parce que c'est des gros efforts, mais la plus évidente, parce que ce deuxième sens qui nous motive, c'est que c'est maintenant la source d'électricité la moins chère, de très loin, dans tous les pays du monde. Et donc, on a non seulement un impact environnemental, mais aussi un impact sociétal, parce qu'on apporte du pouvoir d'achat aux gens, et puis de la compétitivité pour ceux qui veulent se réindustrialiser. Alors, chez Voltalia, quel type d'énergie vous opérez ? Alors c'est principalement désormais du solaire, des centrales solaires au sol, et puis sur des toitures de bâtiments commerciaux, industriels. Et puis de l'éolien, de l'éolien terrestre, on n'est pas dans l'éolien en mer. Et puis ce qui monte beaucoup en ce moment, c'est le stockage par batterie. Puis, de façon beaucoup plus petite, un petit peu d'hydroélectricité et de biomasse. Les IPP, ces fameux producteurs indépendants d'électricité, selon vous, est-ce que c'est la solution pour pallier justement peut-être au manque des entreprises publiques en matière de fourniture d'électricité ? Est-ce qu'elles sont amenées à prendre une part de plus en plus importante dans la fourniture d'électricité aux entreprises et aux Français ? Alors la réponse est plutôt oui, à des degrés divers d'un pays à l'autre, mais que ce soit dans les pays où le marché de l'électricité est ouvert, comme en France, ou dans d'autres pays où il existe des monopoles, même les monopoles font appel à des entreprises privées pour développer ces centrales de production d'électricité renouvelable, parce que souvent ces grandes entreprises sont mieux équipées pour faire des projets qui coûtent 1 milliard pièces et puis on en fait un tous les 5 ans ou 10 ans, plutôt qu'une série de plus petits projets entrepreneuriaux où il faut être sur le terrain et où à ce moment-là, les indépendants apportent leur vraie valeur ajoutée. Et Voltalia exporte aussi ? Alors Voltalia est international. On exporte peu parce que l'électricité, ça ne traverse pas les océans. Absolument. Mais nous sommes présents sur 3 continents. L'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique. Et donc, la France n'est qu'une petite partie du total, une entreprise très internationale.
Alors justement, pays en voie de développement, pays émergent, bon, le terme, parfois on utilise l'un ou l'autre, mais l'Afrique notamment, est-ce que ça n'a pas un caractère contraignant finalement de faire appel à ces entreprises privées? Je m'explique, des contrats sur le long terme, l'État n'a plus la main sur le prix de l'électricité par exemple, est-ce que ça ne peut pas créer des craintes en tout cas au niveau des États? Pas vraiment, parce que lorsqu'on fait une centrale solaire ou éolienne, presque tout le coût, c'est l'investissement initial. Et lui, on ne le change plus une fois qu'il est fait. Alors que ce coût fixé une fois pour toutes passe à l'intérieur du monopole et on ne peut plus le changer, ou parce qu'on a signé un contrat d'achat d'électricité à long terme, ben dans un cas comme dans l'autre, ça a été fixé. Est-ce que selon vous, la France... D'ailleurs, quelle est la capacité de production de vos centrales aujourd'hui en France, par exemple? Alors en France, nous en sommes à peu près 350 MW. Et dans le monde, nous avons presque 2,5 gigawatts. D'accord, en termes de... J'explique, 1 mégawatt, c'est une centrale à peu près, c'est ça? Alors ça dépend, il y a des centrales de taille très variable, surtout dans le solaire. Le solaire, c'est vrai qu'on voit tous qu'on peut avoir juste un panneau dans son jardin, jusqu'à des centaines d'hectares de panneaux. Alors c'est pour ça votre question est... C'était pour avoir un ordre de grandeur, pour savoir qu'est-ce que ça représente en tout cas en termes Pour vous donner un ordre de grandeur, à comparer à ces 2,5 gigawatts, si on prend la plus grande centrale nucléaire française, celle qu'on est en train de charger en ce moment à Flamanville, elle fait 1,6. D'accord, donc c'est quasiment... donc c'est un plus gros que la plus grande. Voilà, absolument. Quid de la France, de l'Europe? Est-ce que pour vous, l'enjeu, c'est quoi? C'est de devenir autosuffisant en énergie renouvelable à terme pour remplacer le nucléaire? Ou est-ce que ces énergies doivent cohabiter? Ou quel est votre sentiment sur cette politique? Alors, le fameux mix énergétique. Oui, voilà. La croissance du renouvelable, elle correspond finalement à deux axes. Le premier axe, c'est que lorsqu'on constate une augmentation de la consommation d'électricité, alors plutôt plus dans les pays émergents que dans les pays d'Europe de l'Ouest, mais même en Europe de l'Ouest, avec l'émergence des véhicules électriques, la consommation monte. Donc quand la consommation monte, il faut mettre des nouvelles centrales. La moins chère, c'est le renouvelable, et donc tout le monde met du renouvelable. C'est moins cher que le nucléaire. C'est moins cher que le nucléaire, sans aucun doute. Absolument. Et puis le deuxième axe de développement du renouvelable, c'est de remplacer les centrales thermiques avant leur fin de vie. Par exemple, on dit qu'il faut arrêter les centrales charbon avant même qu'elles soient au bout de leur vie technique. Et à ce moment-là, on les remplace par quoi? Forcément, par du renouvelable. Ça, c'est l'avenir. Quels sont les enjeux, les défis et la politique de développement pour Voltalia dans les années à venir? Alors nos défis, c'est de poursuivre notre trajectoire qui consiste à toujours aller chercher les énergies renouvelables qui non seulement sont bonnes pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie, et pour les économies où nous nous trouvons, et donc de vraiment se spécialiser dans les endroits où on n'a pas besoin de subventions, c'est le cas de presque toutes nos centrales, et pour lesquelles, et donc pour trouver ça, il faut aller chercher les endroits du monde où il y a beaucoup de vent, où il y a beaucoup de soleil, où il y a la place de faire des centrales de suffisamment grande taille pour qu'il y ait des effets d'échelle. Donc c'est ce défi-là, et une fois que l'on trouve ces sites, et nous sommes des créateurs de sites, pour nous-mêmes et pour d'autres, on ne conserve pas tous les sites pour lesquels on obtient le foncier, les permis de construire, les raccordements électriques, et notre défi, c'est de continuer à trouver ces sites et toujours les meilleurs possibles. Et à ce moment-là, on crée de la valeur financière en parallèle de notre utilité au monde. Le dernier contrat, c'est en Tunisie, je crois, que vous avez signé sur un contrat de maintenance également au Brésil. Exactement. Donc ce sont deux bons exemples, puisque dans un cas, en Tunisie, nous serons producteurs d'électricité, alors que dans ce deuxième cas de l'actualité qu'on cite, nous sommes prestataires de services pour une grande entreprise électrique européenne. On va passer à la question de l'IWF, si vous le voulez bien, Sébastien Clerc. C'est la question de l'International Women's Forum, l'association qui organise les assises de la parité et qui, évidemment, fait bouger les choses en termes de parité homme-femme. Et c'est juste après le jingle. La question de l'IWF, Sébastien Clerc, c'est celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples concrets d'actions ou d'initiatives que vous ou votre organisation ont prises en matière de parité et en matière d'RSE? Bon, je vais cocher la case
la case de parité. Donc on a quelque chose de très simple mais de très efficace on l'a depuis de nombreuses années, qui consiste à s'assurer que quel que soit le poste et quel que soit le pays du monde, on a toujours de la parité dans nos candidatures. Et puis, une mesure que j'annonce aujourd'hui, c'est que nous avons, là aussi depuis plusieurs années, un programme que l'on appelle Tag a Talent, qui consiste à demander à toutes nos équipes de trouver des talents dans leur entourage, qu'importe, et de les recommander. Et donc, il y a une prime de 1 000 € pour lorsque ces recrutements se passent bien. Et bien, désormais, cette prime sera augmentée lorsque le talent sera un profil féminin. En ce qui concerne nos secteurs où on a le plus de mal à trouver cette parité, à savoir sur les postes sur le terrain, de chantier de construction ou bien d'ingénierie, il y a une série comme ça de métiers qui sont plus difficiles. Et donc on encourage nos salariés à trouver des talents féminins, encore plus qu'avant, grâce à cette prime Tag a Talent. Donc les collaborateurs sont à l'écoute et ils savent qu'ils pourront avoir une prime désormais. Merci pour le scoop, en tout cas, le message est passé. On va passer à la question du média positif à présent. Le média positif, c'est un média qui a été créé par un jeune de Sciences Po pendant le Covid, qui en avait marre des informations anxiogènes sur la pandémie et qui donc a créé un média qui ne diffuse que des bonnes nouvelles sur à peu près tous les supports en ligne. Et c'est juste après le jingle. La question du média positif, c'est celle-ci. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment est-ce qu'elles se traduisent concrètement? Alors, on s'appuie sur différentes valeurs que l'on a développées. Il y en a beaucoup qui me tiennent à cœur. Et je cite, il faut que j'en cite qu'une seule, parce que sinon ce serait trop long. Ou deux ou trois. Mais bon. Et celle que je choisirais peut-être aujourd'hui, c'est celle de l'entrepreneuriat. Oui. On est dans un secteur où il y a des très grosses entreprises et c'est difficile d'avoir de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et donc ça fait partie de notre valeur ajoutée. Et donc c'est un de nos critères de recrutement. Cette volonté d'entreprendre, de créer pour nous si on garde une centrale, pour d'autres si on ne la garde pas, mais de toujours créer quelque chose d'utile et d'innover. Et en ce qui concerne l'innovation en ce moment, ce sont par exemple les batteries de stockage, où il y en a encore très très peu, et nous progressons. Ces gigafactories. Exactement, et donc nous on achète des batteries à ces gigafactories pour ensuite stocker l'électricité par exemple le jour pour le réinjecter la nuit. Il y a différentes façons de business model, et c'est un sujet sur lequel nous faisons des progrès très rapides, conformément à la stratégie qu'on s'était fixée il y a maintenant quelques années. Donc vous êtes plutôt optimiste sur l'évolution de ces fameuses batteries dont on dit que la Chine a déjà pris quasiment tout le marché. Mais ça reste... ça reste encore une opportunité. Oui, non, ça reste. Et d'autre part, la production de batteries reste quand même très diversifiée dans le monde. On a des très gros projets. Mais nous utilisons ces batteries. Bien sûr. Et là, pour le coup, les utilisateurs ne sont pas du tout chinois dans le monde. Absolument. Merci Sébastien Clair. On va passer à la question de l'hémicycle à présent, et c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, c'est celle que vous avez envie de poser à nos hommes politiques. Peut-être avez-vous un constat, une demande, quelque chose, une doléance peut-être à faire passer. Vous avez 2 minutes et c'est face caméra, juste devant vous. Sébastien Clair, c'est à vous. Pour moi, il y a un enjeu qui est insuffisamment pris en considération en France. C'est le coût de production du kilowattheure dans les 20 ans qui viennent pour nos enfants. Nous sommes aujourd'hui dans un réseau électrique qui fonctionne beaucoup avec de l'électricité nucléaire, provenant de centrales qui sont déjà amorties depuis longtemps et qui nous a permis depuis quelque temps d'avoir une électricité pas trop chère puisque la centrale était déjà payée. Mais maintenant il faut en faire des nouvelles et ces nouvelles centrales ont un coût très important. Il faut donc à côté de ça avoir des centrales renouvelables dont le prix du kilowattheure est nettement inférieur, mais pour qu'il le soit réellement, et c'est ça mon message, il faut faire des centrales renouvelables qui aient une taille suffisante. Or aujourd'hui, notre réglementation
favorise très fortement les centrales de petite taille et qui renchérissent le coût de l'électricité pour nous, pour nos enfants. Ça impactera donc la facture de fin de mois de toute la population, mais aussi la facture énergétique des entreprises situées sur le territoire français. Et si on veut réindustrialiser et relocaliser l'activité économique en France, il nous faut de l'électricité pas chère, et pour ça, il nous faut une réglementation qui favorise plus les centrales, par exemple centrales solaires au sol, qui sont sur un nombre d'hectares suffisant pour baisser notre coût de l'énergie. Voilà, le message est entendu. Merci beaucoup Sébastien Clerc d'avoir participé à On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment très très bientôt pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.